Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Bust, Yannick Lapierre, Nicolas Nélis, Anthony Azevedo et Danny Lord. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de financer l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On lit, on analyse toutes les news importantes de la semaine et on vous les résume dans un format facile à consommer et agréable. Et j'espère qu'il vous fera peut-être même sourire une ou deux fois. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler beaucoup d'Apple. Et oui, c'était la grosse conférence d'Apple, celle de septembre où ils présentent leurs nouveaux iPhones, mais pas que. Donc on va en parler et vous résumer et surtout vous aider à comprendre ce qu'il fallait retenir et comprendre de ces annonces au-delà des simples chiffres. Et on aura aussi d'autres sujets qu'on va évoquer, bien sûr. L'article 11 et l'article 13 de la nouvelle loi copyright. Une obligation pour les éditeurs de contenu de supprimer, de réseaux sociaux, de supprimer les contenus en 1 heure quand ils sont interdits. Ça, c'est quelque chose qu'on va discuter aussi. Et puis, il y a plein d'autres petites news. Et pour m'aider à le faire, je suis très heureux d'accueillir à nouveau dans l'émission le plus grand fan Apple de cette émission. J'ai nommé Jeff, qui nous rejoint de la Silicon Valley. Je dis le plus grand fan Apple, mais en même temps, depuis quelque temps, t'es un petit peu moins content de leurs produits, je crois. Ouais, c'est même pas vrai. Je veux dire, j'étais un fanboy il y a encore 4-5 ans, mais depuis qu'ils sont passés à la nouvelle version des MacBook Pro, là je leur en veux et je regarde de façon beaucoup plus critique les produits qu'ils sortent, ce que l'on fera aujourd'hui. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la vallée, il fait très beau aujourd'hui. On est maintenant dans l'été indien, donc ça veut dire qu'il ne fait plus froid à San Francisco. C'est la caractéristique de San Francisco au mois d'août, c'est absolument pourri parce qu'il fait froid. Et je reprendrai Patrick sur un point, c'est que j'espère que si on vous fait sourire plus d'une ou deux fois, on aura fait notre travail. Parce qu'une ou deux fois, c'est pas assez sur un podcast d'1 heure. Ah, mais est-ce qu'on le fait intentionnellement ? C'est ça qui est important de noter. Est-ce que il se moque de nous ? Est-ce qu'il rit avec nous ? Ça, c'est la grande question. Bon, vous pourrez nous le dire dans les commentaires. C'est démoralisant. C'est démoralisant ce que tu dis. Presque 10 ans de podcast et on n'a même pas le sens de l'humour. Non, mais écoute, déjà, on a réussi. Là, je suis sûr, pour 2 ou 3 personnes au moins. Et si nous, on n'y arrive pas, je sais qu'il y a une personne qui réussira absolument sans faille. C'est Marion qui nous accompagne aussi dans cette émission. Comment ça va, Marion ? Bah, très bien, mais tu viens de me mettre la pression, là. Ravi d'être là de nouveau. Bonjour à tous. Super, très content de t'avoir. Et oui, non, mais tu amènes le sourire dans toutes les émissions auxquelles tu participes, donc je n'ai aucun doute sur tes capacités. Bon, décidément, ce n'est pas une émission qui est censée vous faire vous sentir bien, mais c'est une émission qui doit résumer la tech. Donc l'essentiel, c'est quand même ça. Et commençons avec donc cette fameuse keynote Apple où ils ont présenté moins de produits qu'on aurait pu l'attendre, d'après les rumeurs. On imagine qu'il y aura peut-être une nouvelle conférence en octobre, ça c'est parfois le cas quand ils ont d'autres produits à présenter. Là, ils n'ont présenté entre guillemets que la nouvelle version de l'Apple Watch et les nouvelles versions des iPhones, puisqu'il y a 3 iPhones différents, donc Apple Watch Series 4, série 4, et l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone XR. Alors attention à ne pas les appeler XS et XR et XS Max. On se perd un peu dans cette nomenclature, mais on va vous aider à y voir plus clair. Commençons par ce qui était, je pense, le plus gros morceau de la conférence, puisque les iPhones étaient des versions un petit peu revues de l'iPhone X de l'année dernière.
mais le gros morceau, c'était la nouvelle version de l'Apple Watch, puisque c'est la première fois depuis sa sortie, il y a maintenant 4 ou 5 ans, que le design est légèrement revu et qu'il y a des capacités, des outils vraiment intéressants dans cette nouvelle Apple Watch. Je vais peut-être faire un résumé de ce qui a été annoncé, mais avant ça, sur l'ensemble de la conférence, est-ce que je me trompe en disant que c'est l'Apple Watch qui était le plus gros morceau ou est-ce que j'ai raison? Marion, tiens, pour commencer. Je pense que c'est ce qui a fait le plus parler et c'est ce qui a le plus impressionné avec leur fameuse annonce sur l'électrocardiogramme. Ouais, c'est vrai que ça, c'était une nouvelle fonctionnalité dans un monde où les nouvelles fonctionnalités, les téléphones portables, etc., sont relativement rares. Jeff, toi, tu nous disais avant de commencer l'émission que tu es sur ton tapis de marche pour faire tes pas, donc tu es vraiment très rigoureux dans tes exercices quotidiens. Est-ce que du coup, l'Apple Watch, c'est un truc qui t'intéresse pour suivre tes exercices? Et de la même manière, la même question qu'à Marion, est-ce que c'est l'Apple Watch qui t'a fait lever un sourcil ou est-ce que c'est plutôt du côté des iPhones que ton regard s'est porté? Donc, rappelons le contexte. J'étais un des tout premiers investisseurs dans Fitbit, donc ça veut dire que depuis maintenant 10 ans, je porte des Fitbit, enfin depuis le jour où ils ont mis un Fitbit sur le marché. Mais c'est vrai que l'Apple Watch 4 avec l'électrocardiogramme disponible est une grosse avancée et quelque chose que tu n'as pas mentionné, c'est que l'Apple Watch a été en fait approuvé par la FDA, la Federal Drug Administration. Ça veut dire que officiellement, on peut envoyer un électrocardiogramme pris par l'Apple Watch à son médecin et son médecin va l'analyser comme si c'était un EKG qui a été pris à l'hôpital. Et donc ça, c'est un énorme développement et je pense qu'effectivement, ça va faire très mal à Fitbit si jamais Fitbit ne répond pas avec la même fonctionnalité sur leur prochain produit, parce que pour des millions de gens aux États-Unis qui ont besoin de suivre leur rythme cardiaque et surtout pour voir s'ils ont des problèmes d'arythmie, ça va être un outil qui est super pratique. Moi, j'avais acheté un EKG portable. Il y a un produit qui s'appelle AliveCor, IVECOR, qui est en gros un espèce de petit machin qui permet d'enregistrer avec un iPhone un électrocardiogramme. Bon, ça prend pas beaucoup de place, c'est pratique à trimballer partout, mais l'avoir directement sur la montre, franchement, quand tu dis ça prend pas beaucoup de place, c'est quelle taille, c'est comparable à quoi? C'est à peu près, c'est plat, ça fait même pas un demi-centimètre d'épaisseur, ça fait 5-6 cm de long sur 2 cm de large. D'accord. Et ils avaient même fait une collaboration avec Apple pour sortir un bracelet d'Apple Watch avec la même fonctionnalité. D'accord, c'était eux, oui. Voilà, donc c'est cette boîte-là qui, depuis quelques années, a sorti des produits dans le marché qui sont également approuvés par la FDA. Et le fait que Apple mette ça directement dans la montre, il y a aussi une autre fonctionnalité, c'est la détection de chute. Donc, ils ont vraiment fait un gros quart de tour sur le marché de la santé, qui, à mon avis, va effectivement leur permettre de développer un marché qui n'existe pas vraiment aujourd'hui pour eux. Le seul problème qui reste aujourd'hui avec l'Apple Watch, et c'est ça que j'ai regardé pour voir si ça s'appliquait à mes besoins, le fait toujours, en gros, 18 heures de fonctionnalité et d'autonomie, et tu ne peux pas conserver ta montre toute la journée de manière à suivre à la fois ton rythme cardiaque et tes rythmes circadiens, donc l'analyse de ton sommeil. Parce que oui, tu l'enlèves quand tu vas au lit, quoi. Voilà, tu l'enlèves quand tu vas au lit, et moi, en fait, je suis aussi bien mes pas, mon activité, mon rythme cardiaque, mais aussi je fais l'analyse du sommeil. Et de ce côté-là, les produits Fitbit qui vont durer 4-5 jours sur une charge, ça reste très très compétitif. Donc, ouais, c'est le gros avantage. Clairement, c'est un gros développement. Bah, oui, tu l'as très bien dit. Au-delà des questions techniques qui sont un écran plus grand pour les deux tailles de montre, donc une taille de boîtier qui est assez similaire, qui augmente à peine,
de 2 mm, mais l'écran qui est sensiblement plus grand, de 30% par boîtier. En fait, la taille de l'écran qui est un petit peu arrondie comme celui des iPhone 10, du coup on retrouve ce langage de design. La taille de l'écran de la petite nouvelle montre est à peu près équivalente à celle de la grosse de la série d'avant. Donc il y a vraiment une grosse augmentation de la taille de l'écran pour un boîtier qui est à peu près sensiblement identique en taille, un processeur plus puissant, etc. Mais effectivement, comme tu le dis, les deux grosses mesures, alors l'électrocardiogramme fait les gros titres, la détection de chute est peut-être encore plus importante parce que ça marche de manière vraiment intelligente, ça va détecter avec différents capteurs et différents éléments de machine learning où ils ont été voir comment les montres se comportaient quand les gens tombaient vraiment, donc ça va détecter une chute et si jamais vous restez immobile pendant plus d'1 minute, ça va appeler les services pas de sécurité, mais les services d'urgence. Voilà, merci Marion. Donc c'est un truc qui peut être hyper utile. On a l'impression qu'il ciblait vraiment les personnes d'un certain âge, à la fois pour l'électrocardiogramme qui est une maladie, enfin qui détecte des maladies d'hommes âgés, et pour la détection de chute, on peut imaginer que c'est la réflexion que je me faisais. Ça devient presque un outil qu'il vaut mieux avoir pour le cas où, et on est content si on n'en a pas l'utilité. C'est vraiment la montre pour le cas où, quoi, pour certaines personnes. Mais cet aspect d'électrocardiogramme est également évidemment super important. Tu l'as mentionné, il a été approuvé par le FDA, l'autorité de la santé aux États-Unis. Alors approuvé, et il y a différents termes, hein. Il y a approuvé, validé, plusieurs termes différents. Approuvé, c'est un petit peu le plus simple, c'est-à-dire que l'appareil n'est pas dangereux. Ça ne veut pas dire que, évidemment, on entend beaucoup de gens dire « Ah oui, mais attention, c'est pas comme un vrai électrocardiogramme qu'on fait en hôpital, etc. » Je crois que, bien sûr, Apple l'enrobe un petit peu dans sa présentation, mais personne ne pense que c'est censé être comme un électrocardiogramme à 20 points qu'on va vous faire dans l'hôpital, ou les trucs que vous allez trimballer avec vous pendant plusieurs jours attachés partout à votre corps, pour faire un truc hyper précis. Mais par contre, ça peut donner des données intéressantes à votre médecin si vous avez déjà ce petit outil partout avec vous. Et en plus, bien sûr, il y a une détection de alors je sais pas comment ça s'appelle en français, mais les fluctuations du rythme cardiaque, c'est le AFib, l'arythmie, merci, l'arythmie cardiaque, donc atrial fibrillation. Donc ça va le détecter tout seul, ça va détecter un rythme cardiaque trop faible, et il y avait déjà la détection du rythme cardiaque trop élevé. Donc c'est vraiment, je crois que c'est Guillaume qui le disait pendant l'été, et on s'en doutait tous un petit peu, Guillaume, dans l'émission quand il l'a animé. C'est vraiment une orientation hyper santé, en plus de l'orientation fitness qui existait déjà pour la montre. On a l'impression qu'elle commence à se trouver, cette montre. Et du coup, là, je te repose la question, Marion. Est-ce que c'est une orientation gagnante pour Apple ? J'ai presque envie de dire... Ils sont déjà la montre la plus vendue dans le monde, et on ne compte même pas juste les montres connectées. C'est la montre tout court la plus vendue, l'Apple Watch. C'est la bonne direction, j'imagine. Qu'est-ce que tu en penses de toute cette histoire ? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était pas l'orientation d'origine de l'Apple Watch. La première Apple Watch était très portée mode, fashion, montre connectée, etc., qui était plutôt un témoin du style de vie que un assistant santé, ou en tout cas qui aide à monitorer sa santé. Et c'est vrai que dès la seconde version, ils ont amorcé ce virage avec tout le suivi d'activité, l'emphase sur le sport, les activités, etc. Et là, avec cette première fonctionnalité, l'électrocardiogramme qui a été approuvée par la FDA, c'est vrai que ça marque un vrai tournant où, certes, cette année ou en 2019, parce que c'est pas encore disponible, ça sera pas très utile, mais ça ouvre la voie à ce que peut devenir dans les années à venir l'Apple Watch, un vrai outil qui va aider à monitorer au quotidien la santé de ceux qui la portent. Parce que ce qui est intéressant avec le suivi cardiaque, c'est que le problème, c'est de choper le problème au bon moment. C'est-à-dire que si vous faites un examen à l'hôpital, il faut que les symptômes apparaissent au moment où vous faites les examens. Ce qui est pas forcément
très très évident non plus. C'est d'ailleurs pour ça on vous renvoie chez vous par voie avec un appareil à porter pendant une semaine pour voir ce qui se passe sur toute la semaine. Ouais. Et tu l'as précisé, ça sera pas disponible tout de suite, même aux États-Unis. Pour les autres pays, il va falloir que les autorités compétentes dans chaque pays approuvent l'appareil, ce qui peut prendre du temps, notamment si certains lobbies d'accessoires médicaux ne sont pas hyper contents de voir arriver celui-ci. Mais bon, on verra comment ça se passe. Ouais. Ça va être un peu le bras de fer d'Apple avec le secteur de la santé, ouais. Mais ça risque d'être très très intéressant. Et là où c'est malin aussi, c'est que la population des personnes qui sont sensibilisées à la marque Apple et les consommateurs Apple est une population quand même vieillissante. Et donc du coup, ils vont réussir à accompagner leurs utilisateurs au fil de leur vie. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Jeff, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, pas pour couper les cheveux en quatre, mais en fait, l'Apple Watch n'a pas été approuvée, elle a été cleared. Oui, c'est la distinction que j'essayais de faire. Ouais. Ça veut dire que donc c'est un produit de classe 1 et classe 2, ce qui veut dire que, comme tu disais Patrick, il n'y a pas de risque. Ça veut dire que la FDA laisse Apple aller sur le marché avec une montre qui va donner en gros au monde médical une information concernant des problèmes soit d'atrial fibrillation, d'arythmie, soit donner donc un électrocardiogramme, mais ça les empêchera pas de reprendre l'information, de te refaire un EKG quand tu arrives à l'hôpital. Mais comme vous le disiez, le souci avec AFib, c'est que des fois, c'est par séquence, ça arrive à un moment et après ça s'arrête. Et donc, c'est super important de capturer le rythme cardiaque à ce moment-là. Et même si c'est pas parfait, c'est bien mieux que de ne pas avoir l'information en disant, bah tiens, j'ai eu un problème d'AFib, mais je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais, donc, c'est un gros développement. Le seul problème, quand même, c'est que il faut prendre l'EKG à la main, c'est-à-dire que c'est pas la montre qui va détecter que quelque chose arrive et ça prend l'EKG tout seul, il faut être capable de faire en sorte que la montre prenne l'EKG. Et c'est là où il y a une question sur est-ce que les personnes âgées, parce qu'en fait quand j'ai entendu ça, je me suis dit bah tiens, je peux acheter une Apple Watch à mon papa et à ma maman, mais tu commences à réfléchir à comment est-ce qu'ils vont la charger, comment ils vont tu vois, ça reste une Apple Watch quoi. C'est sûr. Et la manière dont ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a une électrode au dos de la montre qui touche la peau et une électrode dans la Digital Crown, la couronne. Donc on pose le doigt sur la couronne quand on est dans l'application d'électrocardiogramme, on imagine, et il faut une trentaine de secondes pour que la mesure soit prise. Donc effectivement, c'est un truc qu'il faut faire spécifiquement, mais peut-être qu'on se dit, oula, il m'indique que mon rythme est un petit peu bas ou un petit peu élevé, ou je me sens pas bien, je veux vérifier, et à ce moment, on fait son test. C'est effectivement plus pratique de l'avoir là. On peut aussi imaginer qu'Apple va continuer au fil des ans à ajouter ce type de capteur ou ce type de test possible sur la montre et ils vont essayer d'en coller autant que possible pour en faire vraiment un outil de santé. Marion, tu voulais ajouter une chose aussi et puis on va conclure là-dessus ? Non, ce qui est intéressant, c'est de comparer justement ce que disait Jeff sur les niveaux clearance, etc. Il y a la classe 1, classe 2 et classe 3. Et par exemple, les pacemakers sont classe 3. Donc là, par exemple, c'est le plus haut niveau parce qu'en fait, ça représente un risque de vie ou de mort sur le bon fonctionnement de l'appareil. Alors que l'Apple Watch, ça risque classe 2, je crois. Enfin, classe 1 pour certains trucs, mais l'électrocardiogramme, c'est classe 2. Tout à fait. Et du coup, ça ne représente pas un risque de vie ou de mort. Ça peut rater la détection ou ça peut faire un faux positif, mais ça ne représente pas un risque de mort, en fait, de vie ou de mort avec l'appareil. Donc, c'est pour ça que c'est classé différemment et c'est pour ça qu'il y a des démarches d'approbation et de validation de l'appareil différentes. Et du coup, c'est vrai que là, ils avaient fait toute une étude avec l'université de Stanford sur un échantillon d'individus relativement réduit pour un système médical. Voilà, je pense que c'est le premier pas vers ce type de fonctionnalité et ils vont aller de plus en plus loin. Ce sera intéressant de voir ça dans les années à venir. C'est vraiment, comme on l'a dit et comme tu le reprécisais, au lancement, l'Apple Watch, elle faisait un petit peu de tout. Elle avait des notifications, des apps, il y avait même des jeux. Vous vous souvenez, il y a des gens qui ont essayé de faire des jeux avec l'Apple Watch. Et là, elle s'est trouvée et
avec le fitness d'un côté, la santé de l'autre, et là, il pousse vraiment vers la santé. On peut imaginer que ça va être une orientation qui va continuer, comme tu le disais, et comme on l'a tous évoqué, parce que il y a des gens d'un certain âge qui ont de l'argent, qui sont peut-être intéressés par Apple, qui sont des clients potentiels. Et évidemment, la santé, c'est évident, est un marché énorme. Donc, un autre truc qui m'a bien plu, c'est le fait qu'il y ait un retour haptique sur la couronne. C'est-à-dire qu'on va sentir des petits crans. C'est tout bête, hein, mais je pense que ça va en faciliter l'utilisation de manière significative. Moi, la mienne arrive dans 2 semaines, donc je pourrais vous en dire quelques mots à ce moment. Les téléphones, les iPhones eux-mêmes, là c'est un petit peu moins excitant, je dirais. Donc il y a 2 nouveaux iPhone XS qui sont des variations sur l'iPhone X de l'année dernière. Ces iPhones ont bien sûr un nouveau processeur gravé en 7 nanomètres. C'est le premier téléphone à arriver sur le marché avec cette finesse de gravure. Ils ont... Bon, vous savez quoi ? Je vais même pas vous faire le détail de tous les aspects techniques parce qu'ils sont pas hyper intéressant. Mais pour résumer rapidement, l'iPhone XS, c'est l'iPhone X, même taille d'écran, avec un Face ID amélioré, etc. Un écran avec un meilleur HDR, une meilleure stéréo. En fait, c'est une version S classique, c'est-à-dire tout un peu mieux. Et l'iPhone XS Max, c'est un iPhone identique là encore au XS, mais avec un écran plus grand. On passe à un écran de 6,5 pouces, ce qui commence à devenir véritablement impressionnant, même si, bien sûr, il n'est pas beaucoup plus grand que les iPhone Plus des années précédentes, puisque c'est l'écran bord à bord, le fameux écran bord à bord, qui permet d'agrandir la taille de l'écran. Et l'explication du nom 10S Max, c'est parce que il est tellement grand qu'on peut pas juste l'appeler plus, mais qu'il faut l'appeler Max. La chose hyper intéressante aussi, et peut-être plus intéressante pour la presse à scandale que les fonctionnalités, ça va être le prix. On est dans les mêmes gammes de prix que l'année dernière pour l'iPhone 10 c'est-à-dire pour la version entre guillemets petite de 5,8 pouces, c'est-à-dire qu'on est à 1159 € pour la version de base, et puis on peut monter jusqu'à 1600 € pour la version 1560 € pour la version avec beaucoup de stockage. Pour la version max, on commence à 1259 € et on finit à 1659 €. Je pense que les versions avec beaucoup de stockage sont pas forcément à prendre en compte parce que je crois qu'il y a peu de gens qui vont acheter ça, mais bon. C'est quand même, évidemment, ça devient très très cher. Je crois que le Galaxy Note 9 en version 512 gigas était à peu près dans cet ordre de prix, peut-être un petit peu moins, mais donc on est à des appareils qui sont évidemment super chers. Là où ça devient hyper intéressant, c'est l'iPhone 10 R, qui lui est un téléphone qui fait une taille intermédiaire entre les deux, 6,1 pouces, qui est vraiment sur le même modèle que l'iPhone 10 et l'iPhone 10S, c'est-à-dire avec le Face ID, l'écran bord à bord, donc le petit notch sur le haut, la petite encoche sur le haut. C'est vraiment un iPhone 10, mais avec un écran d'un peu moins bonne qualité, donc l'écran LCD, pas de 3D Touch, mais à part ça, il a vraiment absolument toutes les caractéristiques de l'iPhone 10S. Même pas de l'iPhone 10. Il a le même processeur 7 nanomètres, la même caméra qui a à peu près les mêmes possibilités. Alors, il a qu'une caméra au lieu de 2. Mais par contre, il peut tout de même faire la variation de profondeur de champ avec cette petite molette qui permet de mettre plus ou moins de flou dans le fond avec les photos en mode portrait, qui est une nouvelle fonctionnalité des nouveaux appareils. Alors, on se disait qu'elle serait peut-être réservée aux appareils très très chers, mais c'est pas le cas puisqu'elle est aussi sur l'iPhone 10S, etc., etc. Il a vraiment toutes les fonctionnalités de l'appareil haut de gamme, enfin très haut de gamme, parce que il se trouve que cet iPhone 10R est lui aussi quand même haut de gamme, mais un peu moins haut de gamme, puisqu'il est non pas comme l'iPhone 5C, comme on avait pu le penser, qui était un iPhone bon marché à l'époque. Il n'est pas autour des 500 ou 600 €, mais à 859 € chez nous, ce qui est évidemment un prix d'iPhone très haut de gamme.
Mais bon, comparé à l'iPhone très très haut de gamme qui est l'iPhone XS à 1159 €, et bah oui, forcément, ça devient tout de suite un petit peu plus intéressant. Alors, juste petite Voilà précision, pour les produits. c'est pas exactement la même chose en termes de caméra, hein, parce que le 10S et le 10S Max ont 2 caméras, un grand angle et un Oui, je croyais l'avoir dit, mais peut-être que et le XR, lui, a juste une caméra. Alors, t'as raison, mais il fait... on aurait pu se dire, bah du coup, il peut pas vraiment faire de photos en mode portrait, mais par travail logiciel, il peut le faire quand même, comme le faisaient les téléphones Google depuis un bon moment, d'ailleurs. Ouais, et il est IP67 comme l'iPhone 10 et pas IP68 comme les 2 derniers. C'est ça, c'est les quelques petites différences. Il a donc, comme je l'ai dit, un écran LCD qui a une moins bonne résolution, mais quand même un écran LCD de très 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 bonne qualité, et peut-être à quelques petits détails près. Disons qu'il a quand même beaucoup moins de différence avec les iPhone 10S qu'on aurait pu le penser. Jeff, qu'est-ce que tu penses de la manière dont les produits sont organisés dans ces gammes-là ? Bah, ça devient effectivement un petit peu compliqué de savoir ce que tu vas acheter parce que quand j'ai pas regardé la keynote, j'étais pas là, mais après j'ai lu les annonces et j'ai commencé à me dire wow, hang on. Donc on a le S, on a le S plus, non c'est X Max, mais non il y a le R. Et en gros, ce que je vais faire, c'est je vais prendre le 10S. J'aime bien que personne n'arrive à dire les noms des téléphones qu'ils veulent quand même. Pour avoir en gros la meilleure caméra et toutes les améliorations de performance. En plus, c'est cher, mais c'est pas super cher. Je crois qu'il est à $999 en version 64 gigas, c'est ça. Aux États-Unis, c'est le prix de l'iPhone 10 en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, ce que je regardais hier, le dernier iPhone que j'ai pris, je l'avais pris chez AT&T en payant mensuellement. Et en fait, je l'ai pris il y a 10 mois. Donc, en gros, même pas un an. C'est même pas un an après la sortie du 10, il te colle déjà un nouvel iPhone dans les pattes, quoi. Donc, c'est un peu la folie. Non, mais ça, c'est tous les ans. C'est tous les ans mais que je n'avais pas remarqué que c'était même pas un an. J'avais l'impression que c'était, tu vois, un an et quelques mois. Mais non, c'est même pas un an. C'est parce que le 10 était sorti plus tard, l'année dernière. Il était sorti un mois en retard. Comme le 10R, d'ailleurs, cette année, il sera disponible qu'un mois après le 10S. Donc, dans 2 mois, je vais retourner chez AT&T et puis je vais prendre l'option d'upgrade que j'ai avec l'abonnement. Parce que maintenant, c'est un abonnement, autant l'accepter. Tu changes de téléphone tous les ans, voilà, paf. Mais alors, Jeff, tu disais en début d'émission que tu n'étais plus trop intéressé, que les téléphones que les produits Apple ne te séduisent peut-être plus autant qu'à une certaine époque, mais pourtant tu nous dis que tu vas le prendre dès qu'il sort. Qu'est-ce qui te motive à cet achat ? Surtout que il sort dans 2 mois. Bah, il sort, oui, bon, d'accord, mais il sort dans un mois. Tu y seras presque. Mon excuse, c'est que en tant que capital risqueur, je dois de toute façon jouer avec les derniers gadgets. Et autant j'ai pas envie d'acheter une Apple Watch, autant je me dis, ce serait quand même pas mal avec les développements au niveau santé de la tester. Donc je vais voir si c'est ce que j'offre à ma chère et tendre pour son Noël. Mais faut pas lui dire. Non, mais tout ça, c'est les excuses. Tout ça, c'est les excuses. Mais en réalité, pourquoi est-ce que tu le veux ? Parce que j'ai l'impression que tu le veux. Est-ce que c'est juste une question d'envie d'avoir le dernier truc et que bon. Non, le nouvel iPhone, c'est pour l'amélioration de la caméra. Ah oui, d'accord. C'est l'appareil photo qui. Ils ont vraiment fait un gros boulot sur la caméra, la qualité des photos, sur les différents processeurs, que ce soit le CPU, le GPU et un truc qu'ils appellent le Neural Engine, oui, de leur Adus Bionic. Et en fait, on a une de nos boîtes qui est aussi dans ce domaine-là. Donc, ça m'intéresse de voir ce que Apple a fait parce que ça impacte aussi nos boîtes et ce qu'elles peuvent faire. Donc, en gros, mon excuse, c'est j'en ai besoin pour le boulot, mais je l'achèterai parce que je vois suffisamment d'améliorations que ça me tente. Et de toute façon, il y a ma fille qui me dit quand est-ce que tu achètes le nouvel iPhone que je récupère ton iPhone 10 parce que depuis qu'elle a son iPhone, elle récupère tous mes hand-me-downs. Donc, elle a eu la génération -1 depuis qu'elle a l'âge de 11 ans, quoi.
C'est intéressant parce que on se rend compte à quel point leur marketing et leur ajout de fonctionnalités est hyper bien calibré, parce que c'est exactement sur ça qu'ils ont tablé. Ils ont parlé pendant très longtemps de l'appareil photo, et je pense qu'ils se rendent compte que oui, ils ont un meilleur processeur, etc., et ça bénéficie aux photos, mais au-delà de ça, il n'y a pas énormément de fonctionnalités nouvelles par rapport au 10, c'est normal, c'est une édition S, une année S. Mais du coup, ils ont vraiment insisté sur la question des appareils photo, et c'est ce à quoi les gens répondent. Les gens se disent, bon, bah, il y a un meilleur appareil photo. Bon, les gens qui, à mon avis, passent du 10 au 10S sont relativement rares. Il faut vraiment être accro au truc ou en avoir besoin, entre guillemets, pour le boulot. Moi, je vais pas en changer, puisque j'ai le 10 dont je suis très content. Mais, d'une manière générale, un truc comme, bah oui, on a un meilleur appareil photo, eh ben, ça peut suffire à convaincre les gens. Toi, Marion, tu en penses quoi de tous ces appareils ? Mais je trouve ça très très malin la stratégie qu'ils ont fait. Et c'est vrai que je m'attendais pas à la proposition du 10R. J'attendais vraiment à ce qu'ils recyclent les composants de l'iPhone 8 ou 10 de l'année dernière, comme la stratégie qu'ils avaient fait avec le 5C. Et en fait, j'ai été vraiment très très étonnée et agréablement surprise de voir qu'ils avaient un peu changé leur stratégie. Et c'est vrai qu'on se rend compte en fait que il y a toute une partie des consommateurs qui ne vont pas vraiment se poser la question sur quel iPhone ils vont prendre, ils veulent le meilleur. Donc en fait, ils vont prendre soit le 10S, soit le 10S Max en fonction de la taille d'écran qu'ils veulent. Et puis après, il y a tous ceux qui se disent j'aimerais bien me lancer sur l'iPhone ou avoir un modèle peut-être un peu plus abordable. Ils vont soit regarder des générations précédentes, soit le 10R qui est en fait pour pas beaucoup plus cher, plus intéressant que le 8. Donc, je trouve que pour le coup, la stratégie de positionnement des 3 modèles d'iPhone est assez pertinente et correspond en tout cas à la cible de consommateurs d'Apple, quoi. Donc, c'est très malin. C'est marrant parce que c'est exactement... En fait, c'est tout à fait ce que tu dis. Je crois qu'il y a une certaine catégorie d'utilisateurs Apple qui se disent... Bon, à la limite, le prix est pas hyper important, même si là, c'est vrai qu'on commence à être assez élevé si on table dans le Max. Encore que, en fait, le Max, il est 100 € plus cher que le 10 normal. Et le 10 est au même prix que l'année dernière. Donc, on reste dans des trucs, même si les prix des versions avec le plus de stockage sont impressionnants, et je suis sûr que c'est ce sur quoi les gens vont appuyer. En réalité, si on regarde les prix des versions de base, oui, on est à des prix très élevés, mais on est à des prix qui sont comparables à ce qu'on avait l'année dernière, et Apple s'est rendu compte, a confirmé que les gens achetaient à ce prix, puisque l'iPhone 10 s'est très bien vendu. Donc, ils se disent, les consommateurs, une certaine catégorie de consommateurs est prête à payer ce qu'il, peu importe le prix, pour avoir le meilleur, et du coup, ils ont fait ces nouveaux appareils à ces prix-là, en se disant peut-être on va en vendre moins, mais les prix compensent, comme ce qui s'est passé cette année avec l'iPhone 10. Et pour les autres, ils ont un téléphone qui est un petit peu moins cher, qui est quand même de très très bonne qualité, qui fait quasiment tout ce que fait l'iPhone, le meilleur qui existe, et qui est moins cher, mais qui en étant moins cher est au prix des téléphones les plus chers d'il y a 2 ans. Donc c'est une sorte de tour de passe-passe hyper intelligent. Et en plus, soyons honnêtes, le 10R, il est si le 10S n'existait pas, le 10R serait parfaitement capable de prendre la tête des produits Apple, la tête de la gamme. Donc c'est vraiment un excellent téléphone, et c'est effectivement ce que prédisent la plupart des analystes. Ils se disent le 10R, il va s'en vendre des palettes entières. Et c'est celui-là qui va être le gros succès de la gamme. Soyons clairs, si de toute façon vous n'avez pas des besoins photos spécifiques, le 10R est l'iPhone qu'il faut prendre. Parce que oui, il a un écran, il n'a pas l'écran OLED, mais il a un des meilleurs écrans LCD du marché. Alors oui, il n'a pas le 3D Touch, mais alors je suis désolée, moi personnellement, Touch, tout le monde s'en fout, je crois. Je l'utilise pas, donc à la rigueur c'est même plus avantageux. Mais moi, en tout cas, j'ai été très très séduite par le 10R. Alors malheureusement, j'ai aucune raison d'en changer, donc j'ai pas du tout d'argument, mais clairement j'ai été très séduite par l'offre du 10R.
Alors, précisons qu'il y a les autres téléphones, comme toujours, les 2 années précédentes sont encore disponibles. Le 7 et le 8 sont encore disponibles à la vente, à des prix légèrement réduits, évidemment. Donc, l'entrée de gamme d'Apple reste autour des 500 €. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le prix de l'iPhone 7 après le changement. Attendez, je vais vérifier mes prix. Et effectivement, l'iPhone 7... 529 € en version 32 gigas. Donc on a des iPhones à ces prix-là. Et puis surtout, il y a un autre point sur lequel je voulais m'attarder un tout petit peu. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire sur les iPhone 10S et 10R, on en a beaucoup parlé. Il y a les histoires de dual SIM qui sont pratiques, ils vont pouvoir lire les tags NFC, etc. Il y a quelques petits trucs, mais une chose encore plus intéressante, c'est le laïus qu'ils ont fait sur les efforts de recyclage et d'énergie renouvelable, etc. Ils ont d'une part toutes leurs usines et tous leurs bureaux utilisent 100% d'énergie renouvelable, ce qui est bien sûr une qualité. Et ils commencent à s'attaquer maintenant à un truc qui est encore plus intéressant, c'est la possibilité d'avoir autant de composants que possible, des efforts et de la recherche dans le domaine de minerais rares, de rare earth minerals, les minerais qui sont utilisés pour fabriquer ces appareils, et ils veulent les éliminer. Donc, ils ont commencé avec la carte de circuit imprimé du 10S, et il y a des plastiques recyclables en partie, ils ont moins de métal non recyclable, etc. Et ils veulent vraiment faire des efforts pour que les téléphones soient durables et facilement, bien sûr, recyclables. Et là où c'est hyper intéressant, à mon sens, c'est que, accompagné par le iOS, la nouvelle version d'iOS qui est disponible jusqu'aux téléphones, jusqu'aux iPhone 5S, c'est-à-dire des téléphones qui sont sortis il y a 5 ans, ce qui prouve vraiment le fait que quand on parle d'obsolescence programmée en admettant que ça existe. Jeff, je crois qu'on entend les klaxons dans le fond. Désolé. Quand on parle d'obsolescence programmée, Apple est très certainement le moins bon exemple à donner si on veut parler d'obsolescence programmée. Alors évidemment, ça fait les gros titres, mais c'est la société, parmi toutes ces sociétés, qui fait le plus d'efforts pour que les appareils soient utilisables longtemps. Et c'est là, je pense, assez clairement établi. Et là où ça devient carrément intéressant, c'est une analyse de Horace Dediu de Asimco qui explique que c'est évidemment quelque chose d'intéressant financièrement aussi pour Apple, parce que tous ces appareils sont donnés aux enfants, revendus et puis vendus en repackagés et revendus, ils restent dans la circulation. Et du coup, Apple peut toucher également les clients qui n'ont pas les moyens de se payer un appareil dernier cri neuf par ce biais, et donc leur vendre peut-être ensuite des accessoires comme des AirPods ou des services qu'ils vont leur vendre pour iCloud, ou etc. Donc ils réussissent quand même à monétiser ces gens-là qui ne peuvent pas se payer un iPhone 9 en s'assurant que leur téléphone soit disponible hyper longtemps. J'ai trouvé ça très malin comme analyse et très juste aussi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus. Quand même, les applaudir un petit peu pour leurs efforts d'énergie renouvelable et de recherche sur le recyclage dans les fabrications des appareils. Je pense que c'est appréciable. Mais quelques autres petites remarques. Le AirPower, aucune trace. Ce tapis de rechargement qui était censé sortir cette année, aucune trace. L'Apple Watch édition a disparu aussi. Alors il y avait des articles qui sont parus ce matin, qui détaillent en fait ce qui se passe. Et en gros,
C'est bien de dire qu'on va faire du chargement magnétique, mais c'est super compliqué et je le sais parce que full disclosure, une de mes boîtes est sur ce segment, ça s'appelle Pi Charging, et donc les mecs avaient gagné TechCrunch Disrupt il y a un an avec leurs produits qui permettaient de charger des téléphones, des montres, etc. De façon contactless, sans contact. Et Apple, en fait, s'est rendu compte que c'était vachement dur. Donc, on va voir si il y a une annonce un peu plus tard ce trimestre. Mais d'après les articles qu'on a vus ce matin, en gros, ils sont complètement à la rue parce que un des problèmes qu'ils ont, c'est que quand tu crées... alors, attends, comment ça va se dire? Un coil en français? Je sais plus. Hein, les machins enroulés, quoi. Les machins en rond voilà. en cuivre. En gros, ça dissipe une chaleur de folie. Et donc, quand tu essaies d'avoir un système qui est très plat, qui a un design qui est sympa, etc., c'est super compliqué. Et on le sait parce que c'est exactement les problèmes qu'on a dû gérer à Pi. Et moi, j'ai vu des téléphones Apple se charger de façon wireless, machin, etc. chez nous. Et je peux te dire que c'est pas évident, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais les deux articles que j'ai vus laissaient sous-entendre qu'ils étaient complètement à la rue, quoi. Ouais, ça sent pas bon hein, pour le chargeur sans fil. Hein. Il y a aussi des problèmes de communication avec les appareils où c'est pas forcément le chargeur ne sait pas forcément où ils en sont en termes de la batterie. Et il y a également des interférences entre les différents appareils s'ils sont chargés simultanément. C'est ça le gros problème, je crois, parce qu'il y a plusieurs appareils et plusieurs éléments à charger en même temps sur ce tapis. Alors vous vous dites, oui, mais enfin, il y a bien des accessoires qui y arrivent, peut-être pas avec les mêmes spécifications et avec autant de trucs à charger en même temps. Donc, ce qui est clair, c'est qu'ils n'en ont pas du tout parlé cette fois-ci, alors que ça fait un moment qu'ils l'ont annoncé. Ouais, c'est quand même rigolo qu'il y ait carrément aucune mention, quoi. C'est oui, genre AirPower n'existe plus. C'est ça. C'est un petit peu 1984. On l'a effacé. Nous, on n'a rien dit. Non. Vous avez, la dernière chose à dire. Dans le pays de Trump, on est habitué. Hein. Non, je n'ai jamais dit ça. Oui, c'est ça, exactement. La dernière chose à dire, c'est que du coup, les iPhones qui sont encore en vente aujourd'hui n'ont plus de port jack. Les iPhone 7, 8 et 10 n'ont plus de port jack. Donc, c'est la fin du port jack chez Apple. Voilà, ça y est. Et il n'y a pas les adaptateurs dans les derniers non plus. C'est ça, exactement. On est tous à l'ère du sans fil. Donc, du sans fil ou des écouteurs avec Lightning. Et quoi d'autre ? La dernière question qui se pose, c'est quel sera le nom du téléphone de l'année prochaine ? Peut-être le nouvel iPhone, tout simplement. Il serait temps. Voilà pour cette longue partie sur les appareils Apple. Concluons la partie principale avec le tragique vote de l'Union européenne la semaine dernière sur la fameuse loi dont on vous avait parlé pendant l'été, qui veut revoir et uniformiser et moderniser le droit d'auteur à l'époque d'Internet. Et les gros problèmes se situent au niveau des articles 11 et 13, qui parlent de deux sujets spécifiques. Il y a d'une part la taxe pour les liens, et d'autre part, le filtre à l'upload qui pose de gros problèmes. Alors, la taxe sur les liens, comme on l'avait déjà expliqué, c'était l'idée que si vous liez à un contenu et que vous en extrayez une partie, alors ce qu'ils appellent substantielle, c'est-à-dire un tout petit extrait, peut-être potentiellement, en fonction de la manière dont on interprète la loi, le titre pourrait être cette partie substantielle, ou même l'URL elle-même, puisque le titre est contenu parfois dans l'URL, eh bien, vous devriez payer la personne ou l'entité à laquelle appartient la page en question. C'est hyper problématique parce que il y a le fonctionnement d'Internet fait que on utilise des liens tout le temps, partout, évidemment, c'est la base du net. Donc l'idée qu'on ne puisse plus le faire sans payer quelqu'un vers qui on veut lier, ça remet vraiment en question la manière dont on envisage le fonctionnement d'Internet. L'autre problème, c'est le téléchargement, l'upload de contenu devra être filtré sur toutes les plateformes. Et quand on parle de plateforme, on peut parler de votre petit blog que vous avez mis en ligne vous-même avec vos petites mains. C'est-à-dire que si quelqu'un peut
uploader, ajouter du contenu sur la plateforme, que ça soit sous forme de commentaires ou d'images ou quoi que ce soit, il faut que ça soit à la base filtré pour en supprimer tout ce qui est copyrighté. Alors, tout ce qui est les mimes de différentes, les gifs, les mimes en gif ou même en images qui prennent une image d'une série ou d'un film et qui rajoutent des gros caractères dessus, eh bien, a priori, ça serait concerné par ce type de filtre à l'upload. Au-delà de la logique étrange qui vise bien sûr à protéger, ces deux mesures visent à protéger les créateurs de contenu et l'industrie culturelle qui est, on le sait, très imposante, très importante en Europe, en particulier en France, et qui se bat contre les géants du net depuis un bon moment. Géants du net d'ailleurs que l'Union européenne n'a pas forcément, qui sont pas en odeur de sainteté dans l'Union européenne. Peut-être que ça a facilité un certain sentiment d'animosité envers eux, ce qui aurait aidé à faire voter cette loi, mais l'upload le filtre à l'upload, donc au-delà de la question, j'ai envie de dire presque morale que ça pose, il y a un problème d'implémentation, parce que oui, ça existe depuis longtemps sur YouTube sous la forme de ce Content ID, mais d'une part, ça pose déjà énormément de problèmes sur YouTube parce qu'il y a une question d'usage raisonnable de contenu qui ne sont pas pris en compte par les filtres. Et là où vous voulez parler d'un sujet, par exemple, parler d'un film, parler d'un événement, ça peut être considéré comme vous utilisez des images, et donc vous êtes sujet à une question de copyright. Il y a la question de l'implémentation, comment on va faire pour que toutes les plateformes du monde filtrent avant même l'upload ou juste après l'upload. C'est hyper compliqué et il y a certaines problématiques très sérieuses sur les réseaux distribués qui peuvent pas vraiment filtrer les contenus uploadés. C'est tout ce scénario un petit peu catastrophe qu'on avait évoqué au début de l'été, qui semble se réaliser. Il reste un vote dans peu de temps, dans quelques semaines, quelques mois, mais ce vote est à peu près certain de passer sans aucun problème. Est-ce que je m'alarme sans raison, ou est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de préoccupant là, Marion ? Bon, il y a différents points comme tu les as cités. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'encore une fois, on va essayer de mettre la responsabilité de la gestion des contenus d'Internet à ces plateformes, comme s'ils n'avaient pas suffisamment de pouvoir et la mainmise sur Internet. Je veux dire, on va encore reposer sur les Google, sur les Facebook, sur les YouTube qui est encore Google, etc. Et en plus, la mesure de manière préventive, stopper les contenus copyrightés avant qu'ils soient disponibles sur la plateforme, ça va tout simplement, c'est un raccourci pour mettre des politiques bien plus strictes pour éviter justement de se faire taper sur les doigts. Donc du coup, ça va être, ils vont faire des raccourcis. Je veux dire, ces plateformes vont dire, au lieu d'avoir une amende ou de se faire réprimander, on va être bien plus sévère quant aux extraits, aux contenus qui vont être disponibles sur les plateformes, quitte à faire des faux positifs, mais au moins on n'aura pas d'amende ou quoi que ce soit. Et donc du coup là, ça a une atteinte aussi à la créativité, liberté d'expression, qui sont des éléments fondamentaux quand même de la définition d'Internet, quoi. Donc c'est vraiment dommage, et encore une fois, ça va solidifier la position de ces géants de la tech et tuer, ou en tout cas étouffer les tentatives de compétition des plus petits. Et ça, je suis pas sûre qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font en votant cet article-là, parce que je suis pas sûre que ça aille dans le sens de leur volonté, tu vois. Je veux dire, ils essayent de faire en sorte que les gens de la tech rendent plus de compte et soient plus responsables de leurs actions, mais en même temps, ils solidifient ou ils assoient leur position dominante. Donc c'est un petit peu étrange, contre-productif, presque. Tout à fait. Comment vous le voyez, vous, depuis la Silicon Valley, Jeff, parce que je sais que le RGPD a été c'était pas un truc qui est passé facilement, mais dans l'ensemble, je pense que la plupart des gens et des responsables tech se disaient c'est quand même nécessaire, on l'implémente et ça sera une bonne chose de faite. Là, j'imagine que c'est pas la même réception qu'on accorde à cette
ce vote. Non, putain, la mise en place, ça a été douloureuse, mais ça a été faisable, mais ça a quand même énormément fait de mal à l'industrie de l'advertising. Donc la tech s'est pris une monstrueuse claque là-dessus. Tu parles du RGPD, là. RGPD, oui. Du GDPR. Le coût du copyright, je veux dire, Marion a raison, ça part d'un bon sentiment protecteur très européen, mais c'est de la connerie en barre, quoi. Et on va voir quels sont les effets pervers qui vont se pointer dans les quelques mois ou à venir qui viennent, et s'ils devront changer leur copie, parce que ça paraît vraiment, ça va devenir un cauchemar. Juste de la gestion des mécanismes, ça va être monstrueux, quoi. C'est vrai que, alors j'ai essayé de rester très très mesuré dans la manière dont je le présente, et toi Jeff, tu le présentes de la manière dont je le ressens dans mon cœur. C'est que je suis complètement incrédule face à une telle décision. J'arrive pas à comprendre comment on peut ne pas voir les effets pervers, ou même pas les effets pervers, les effets directs néfastes de ces choix. Pour être 100% et même 1000% objectif, je dois dire que j'avais un sentiment d'inquiétude presque similaire quand on a commencé à demander à Facebook et Twitter de décider ce qui était publiable ou non publiable sur leur plateforme. Quand on leur a dit vous devez supprimer les contenus qui sont illégaux. Et on leur a demandé effectivement de faire le filtrage là-dedans. Et j'étais très inquiet. Au final, force est de constater que dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais là, j'ai l'impression, même en prenant ça en compte, j'ai l'impression qu'on est dans un cas de figure quand même assez différent. Et même si les effets ne seront peut-être pas immédiatement catastrophiques, le fait que ça altère la manière dont le net fonctionne et vraiment pas de manière positive, me semble difficile à nier. Et si les politiciens de Bruxelles disent « Ah, mais voilà, l'industrie de la tech crie au malheur et fait du catastrophisme », en l'occurrence, peut-être qu'il y en a certains qui forcent un petit peu le trait, mais même moi qui suis généralement raisonnable, j'ai du mal à trouver un côté positif ou même juste un côté neutre à ces lois-là. C'est du favoritisme pour une certaine industrie qui n'arrive pas à s'en sortir elle-même. Alors, peut-être qu'il faut faire du favoritisme, mais le pire, c'est que j'ai même pas l'impression que ça va les aider. Cette taxe au lien, comme on l'a vu à plusieurs reprises, enfin, ni Google, ni qui que ce soit d'autre, ni Twitter, ni Facebook ne va pouvoir payer ne serait-ce qu'une fraction d'euros ou de centimes à chaque fois qu'ils utilisent un lien d'une publication comme, je sais pas, je dis au hasard, Le Monde, Le Figaro. Ils vont jamais le faire, ils ne publieront pas le lien. Donc, ça va leur faire perdre du trafic plus qu'autre chose, donc je comprends pas la logique. Bref, c'est assez déprimant cette histoire, donc vous savez quoi, passons à quelque chose de plutôt enthousiasmant, à savoir Patreon et les moyens que vous avez de soutenir le Rendez-vous Tech, qui ne demandera jamais ni à Google ni à Twitter de payer pour les liens du tout. Moi, ce que je demande, c'est que si vous consommez l'émission et si vous l'appréciez déjà, eh ben peut-être que vous pourriez de vous-même choisir de donner un petit peu d'argent pour chaque épisode, juste $1, €1, ou le prix d'un café, le prix d'une bière. Et je remercie tout le temps les gens qui soutiennent l'émission, et je le fais encore en début d'émission. Je me suis dit que ça serait sympa d'écouter ce qu'ont à dire les gens qui soutiennent l'émission quand je leur demande pourquoi ils le font. Et donc, je suis allé sur Patreon, j'ai posé la question, j'ai eu des dizaines et des dizaines de réponses immédiatement. C'était hyper cool de votre part, ceux qui soutiennent l'émission, les patriotes, mes patriotes adorés. Et donc, je vais vous lire le témoignage de Alexandre Carpentier, qui est le premier à avoir répondu. J'ai même pas eu besoin d'aller sélectionner quoi que ce soit. Il nous dit:
Tout travail mérite salaire. Je passais beaucoup de temps à rafraîchir de nombreux sites web de tech pour n'en tirer au final que peu d'informations pertinentes ou souvent redondantes. Avec le rendez-vous tech, ma veille technologique est faite en 1 heure et j'investis davantage de mon temps à lire des romans, sans compter la qualité des invités et du présentateur vedette. Point d'exclamation. Merci à toi Alexandre, ça me fait très plaisir parce que je crois que la mission première de l'émission, c'est justement de vous faire gagner du temps, de vous apporter un résumé de ce qu'il faut retenir avec des analyses, je l'espère, pertinentes. Et du coup, si effectivement vous fait gagner ce temps que vous pouvez utiliser à autre chose, si on vous fournit des analyses que vous ne trouvez peut-être pas de cette manière ailleurs ou pas de manière aussi facile à consommer, on travaille très très dur pour que ça soit agréable à écouter et que vous passiez un bon moment et que vous vous informiez du même coup, et ben si tout ça, ça vous concerne, je vous encourage à aller voir du côté de Patreon, patreon.com/rdvtech, et c'est disponible, le lien est disponible dans les notes de l'émission, ça prend 2 minutes de s'inscrire, vous choisissez la somme que vous donnez, combien de temps vous restez abonné, c'est complètement dans vos mains, donc vous avez le pouvoir. Si vous appréciez l'émission, merci d'y penser. Et on continue avec quelques petites news rapides. Je crois que Jeff, tu dois t'absenter, enfin tu dois partir bientôt. Donc je ne sais pas si je vais te donner l'opportunité de partir maintenant, peut-être. Bah écoute, oui, il nous reste 3 minutes, donc je vais vous laisser. C'était un plaisir de parler des produits Apple, donc je suis plus un fanboy, mais bon, ça m'intéresse quand même de voir les développements. Tu sais, ça faisait longtemps que c'était pas tombé sur un moment où on faisait l'émission juste après avec toi, une conférence Apple, donc je suis content qu'on ait eu l'occasion d'en parler ensemble, ça faisait longtemps. Oui, non, ça nous rappelle les bons vieux temps où on était enthousiasme et puis on s'arrachait sur Microsoft versus Apple. C'est ça. Avec Yann, bonne vieille époque. avec Yannou qui parlait de Microsoft avec passion. Donc je vous laisse. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et on se retrouve dans un petit mois. Ça marche. Merci beaucoup Jeff et bonne journée. Salut à tous. Bye. Bye bye. Alors pour la news suivante, en fait, je vais prendre le contre-pied de ce que j'ai dit juste avant et je vais vous expliquer pourquoi une décision n'est pas aussi catastrophique qu'on a pu le lire ou l'entendre ça et là sur le net. Il s'agit de la décision de l'Union européenne, là encore, d'infliger des amendes astronomiques de 4% des revenus de l'année précédente si, bien sûr, on parle des grandes entreprises tech, si elles ne suppriment pas le contenu terroriste dans l'heure. Et alors là, vous vous dites, mais enfin, de quoi parle-t-il ? Supprimer le contenu du contenu terroriste de Facebook dans l'heure, alors qu'ils le suppriment, ok, mais dans l'heure, et s'ils ne le font pas, ils peuvent avoir une amende qui va jusqu'à 4% de leurs revenus mondiaux en Europe. Ils sont tombés sur la tête, en fait, là. En réalité, la chose n'est pas aussi impossible ou même scandaleuse qu'on pourrait le penser. Parce que ce qu'on pourrait comprendre en lisant les titres parfois, c'est que les réseaux sociaux doivent détecter par eux-mêmes et supprimer ces contenus dans l'heure. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est un amendement à une loi qui existe déjà, qui dit que les réseaux sociaux ou les hébergeurs de contenu doivent supprimer les contenus qui sont signalés par la justice dans les 24 heures. Alors jusqu'ici, c'était dans les 24 heures. Aujourd'hui, c'est dans l'heure. Mais ce n'est pas des contenus qu'ils doivent détecter eux-mêmes. Ce sont des contenus qui sont signalés par la justice. Donc on a la justice ou les autorités, je ne sais pas exactement de qui il s'agit, mais l'important, c'est que on n'est pas dans la configuration que tu dénonçais tout à l'heure, Marion, où on donne les clés aux réseaux sociaux et on leur dit décidez de ce que vous pouvez voir ou ce qu'on peut pas voir. Pardon, de ce qu'on peut ou ne peut pas voir. On est dans une mécanique beaucoup plus saine, au contraire, où on demande aux autorités qui ont fait leur travail de sélection. Alors ensuite, par quel biais, est-ce qu'il y a eu un juge ou pas ? C'est encore une autre question, mais sont les autorités, les gouvernements, qui décident, enfin les gouvernements, les services de police, qui décident tel contenu revêt un caractère terroriste, il faudrait le supprimer du réseau, on vous envoie la demande, monsieur Facebook, monsieur Google, monsieur Twitter, et vous avez maintenant 1 heure pour le supprimer, ce qui, évidemment, quand ils savent où est le contenu,
c'est pas très très compliqué de le supprimer. T'appuies sur un bouton et le contenu disparaît ou commence à disparaître. Donc pour moi, on est complètement à l'inverse de ce dont on parlait avec les articles 11 et 13. Peut-être qu'une heure, on se dit c'est un petit peu exagéré, mais en même temps, c'est vrai que en 24 heures, le contenu est déjà diffusé partout. Donc je comprends qu'on ait au moins l'intention d'aller plus vite. Est-ce que je me suis fait berner par l'Union européenne ou est-ce que c'est effectivement quelque chose de moins scandaleux qu'on a pu le penser en lisant les détails au départ? Pour moi, c'est encore le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que cibler des grandes sociétés tech en leur demandant de réagir sous l'heure une fois que le contenu a été signalé, c'est une chose. Ils vont avoir en effet les services dédiés pour réagir à ce type de signalement et ils ont la taille et les revenus qui leur permettent de gérer ce type de service dédié à cet emploi-là, c'est encore une autre chose pour les plus petits. Et encore une fois, donc, ça va favoriser les grandes sociétés. Et à la rigueur, s'il y avait eu un délai différent en fonction de l'impact ou de l'audience de ces sites, ça aurait pu peut-être être intéressant. En effet, plus tu as une audience forte, plus on requiert de toi, on a une exigence plus stricte envers ta réactivité. Ça se tiendrait. Par contre, pour les plus petits, c'est les sanctionner relativement rapidement parce qu'une heure, mine de rien, il faut avoir les équipes à disposition pour pouvoir le faire. Et certes, ça peut être simple une fois qu'on a localisé le contenu, mais en fait, si on n'emploie pas des personnes qui sont dédiées à ça, c'est pas si simple que ça. J'imagine qu'il y a quand même une limite. Je vous avoue que je n'ai pas le détail spécifique. Je dirais que si c'est appliqué de manière uniforme à tous si on applique ça à un gentil webmestre qui héberge un forum ou un petit site dans son coin, effectivement, ça devient déraisonnable. J'imagine que c'est qu'on fait, peut-être pas dans la loi et c'est un problème, mais qu'on va pas traiter Google de la même manière que Monsieur Michu qui a son petit forum de discussion sur les chèvres du Périgord, quoi. Mais Ouais, peut-être que je me trompe. Mais après, c'est un petit peu étrange comme obsession de vouloir réagir aussi vite, parce que je crois quand même que Facebook a démontré qu'ils étaient quand même relativement réactifs dernièrement. Ils ont mis quand même en place pas mal d'outils et de mesures pour être réactifs. Ils collaborent d'ailleurs avec les services, enfin les autorités des différents pays. Je veux dire, c'est pas comme si ils ne faisaient aucun effort. Donc, je suis un petit peu étonnée, encore une fois, de la dureté de la dureté encore accrue sur ces mesures-là. Alors après, je suis peut-être un peu naïve, mais... Non, mais il y a certaines personnes qui disent effectivement que c'est un geste très politicien qui est là pour l'apparence. Moi, je me dis quand même que 24 heures, à l'heure d'Internet, c'est long, 24 heures. Donc, je comprends que si c'est juste appuyer sur un bouton, oui, vous avez une heure, ça. Et pour des grosses sociétés comme Google, Facebook, Twitter, oui, ils vont avoir des équipes dédiées à ces opérations et ils auront les outils pour. Ça me paraît pas complètement aussi déraisonnable en tout cas que ce qu'on avait pu entendre. Maintenant, les problèmes que tu fais remonter, je les entends aussi et j'espère qu'ils seront pris en compte. Mais bon, bref. Voilà pour ce sujet. Quelques autres petites news. Le Pixelbook 2 pourrait être présenté à la conférence de Google. Il a été dévoilé par une publicité qui n'aurait pas dû voir le jour. Donc, Pixelbook 2 en plus du Pixel 3. Donc, si vous êtes fan du Pixelbook, qui est un Chromebook de haute qualité et de grand prix aussi pour un Chromebook. Mais bon, il avait des clients, on va dire, des fans. Et toi, tu l'attends, là, la conférence Google ? Oui et non. L'arrivée des téléphones Pixel en France est une bonne nouvelle, mais je suis pas sûr que je voudrais... j'ai déjà maintenant mon téléphone Android. En fait, j'ai craqué pour le Xiaomi bon marché qui était quand même très cool. Donc, je vais pas non plus racheter un Pixel 3 aujourd'hui.
Donc, je l'attends, oui, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que fait Google, mais pas pour moi personnellement, je dirais. Toi, t'es sur quoi en ce moment ? Toujours sur mon iPhone 10. D'accord, et tu en es toujours contente. À part le Face ID, oui. Ah, on l'a pas mentionné, mais le Face ID est un peu plus rapide sur les nouveaux iPhones, donc Oui, peut-être que... Marion, il faut du coup que tu achètes un iPhone XS, c'est le meilleur Face ID. J'aurais acheté l'iPhone XR s'ils avaient mis le lecteur d'empreinte en plus du Face ID ou enlevé le Face ID. J'avoue, je serais repassée sur l'iPhone XR, mais là... carrément. Oui, non, mais moi, ça me fait perdre un temps de malade tous les jours. Hein. Mais tu sais que tu peux le revendre quand même assez cher, ton iPhone, et racheter un iPhone 8. Alors là, j'ai mon petit cœur de geek qui parle, c'est-à-dire que c'est l'iPhone 10, l'iPhone anniversaire. Je vais avoir du mal à m'en séparer. Même si j'en achète un nouveau, je pense que j'aurai du mal à le revendre. Oui, je comprends. Je risque de le garder aussi. J'ai l'iPhone 1, peut-être que je garderai l'iPhone 10 quelque part. Ah, c'est joli. En plus, t'as l'iPhone 1, il faut... Là, c'est l'histoire de la tech qui se construit chez toi. Là. C'est ça, exactement, oui. Samsung pourrait faire avancer la tech également. On parlait du téléphone pliable la semaine dernière. On l'attendait pour la conférence de développeurs en novembre. Il semblerait que possiblement il soit annoncé dès le 11 octobre. Ils ont une conférence le 11 octobre où ils annoncent 4 fois plus de fun. Alors, je ne sais pas si ça correspond à un téléphone pliable, mais 4 fois plus de fun le 11 octobre. On va avoir Microsoft, Google et Samsung dans un mouchoir de poche début octobre, ça va être intéressant. Oui, c'est sûr. Mais d'ailleurs, ça a été confirmé par la division, la personne qui est présidente de la division mobile de Samsung, comme quoi il y aurait très bientôt l'annonce. Ouais. Oui, alors il avait dit très bientôt, on en parlait la semaine dernière, mais on pensait que ça serait pour la conférence de développeurs de novembre. Là, c'est possiblement déjà pour octobre. Oui, c'est rapide. Il y a un député qui parle des publicités pro-tabac sur les réseaux sociaux. Évidemment, les publicités sont interdites, mais comme toujours, ces braves industriels ont des moyens assez intelligents de contourner les lois. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent des événements sur les réseaux sociaux, vous savez, des events Facebook, machin, et ils invitent des influenceurs. Donc, les influenceurs s'inscrivent sur les events et puis font des photos et des Instagram, des machins pour ces events. Et donc, il faudrait peut-être même légiférer. Excusez-moi, il est minuit et j'ai un enfant de 7 mois. Donc, évidemment, un moment, je finis par bâiller un peu, désolé. Mais, donc, c'est Jean-Louis Touraine qui a publié une question au journal officiel qui parle de cette problématique. Et c'est vrai que il a un petit peu levé un lièvre, j'ai l'impression, parce que c'est un moyen, effectivement, de détourner les problèmes de publicité. Je ne savais pas du tout, mais je suis assez émerveillé en fait de l'inventivité de ces braves gens de l'industrie du tabac. C'est pas la même régulation pour l'alcool ? Si, bien sûr. C'est une question, parce que moi, ça fait des années que les marques d'alcool sponsorisent des événements, financent des événements, et que du coup, les personnes se prennent en photo devant des bâches Heineken ou autres marques d'alcool et associent la marque de l'alcool à un festival de musique ou quoi que ce soit. Bah écoute, là je sais pas si c'est dans le cadre de festivals de musique, j'imagine qu'effectivement c'est le même type de mécanique, mais c'est juste qu'à l'heure des influenceurs, c'est encore plus important et on commence à s'en rendre compte maintenant et de voir à quel point ça touche les gens, quoi. Oui, mais du coup, je me pose vraiment la question parce que sur tous les festivals de musique, tu as toujours une marque de bière qui est une marque d'alcool qui est omniprésente et du coup, tu as des goodies, etc. Les gens se prennent en photo, que ce soit avec un chapeau et la marque marquée dessus, etc. Donc, pour moi, c'est un peu la même problématique parce qu'après, ces photos se retrouvent sur les réseaux sociaux et tu associes l'image du festival, la hype, le côté branché du festival à cette marque d'alcool, le fait de passer du bon temps dans ce festival et du coup, c'est la même. Je sais pas si c'est exactement la même chose, mais ça y ressemble. Alors, d'une part, je pense qu'on est quand même un petit peu moins sévère sur l'alcool que sur le tabac. Je ne sais pas spécifiquement, mais je crois. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il y a une consommation modérée qui est autorisée. Il y a toujours le petit label. C'est ça, voilà. Et
le truc, c'est que si je comprends bien, ils ont des événements spécifiques. C'est pas qu'ils sponsorisent des événements existants, c'est qu'ils font des événements, des soirées promotionnelles pour leur marque, et ils invitent des gens. Des influenceurs spécifiquement, c'est pas genre on va sponsoriser tel festival ou tel je sais pas truc de ciné ou Dieu sait quoi. C'est qu'ils ont l'événement, venez à l'événement telle marque de cigarettes et on va vous offrir enfin pas vous offrir des trucs, mais vous faire passer une bonne soirée. Donc c'est encore plus ciblé si tu veux. Je crois que c'est quand même un petit peu différent d'un festival sponsorisé par telle ou telle marque de bière. Ouais, t'as des scènes qui prennent le nom de la marque des fois. T'as la scène Pression Live à Rock en Seine, etc. quand même. Donc, mais ouais. bon, ouais. Bon, en même temps, la publicité pour la bière est pas complètement interdite. Je dis, ça a peut-être changé. Oui, je pense en effet que c'est plus souple. C'est ça. Quoi d'autre La Californie fait passer des lois pour imposer une, entre guillemets, sécurité raisonnable, c'est défini un petit peu plus précisément, mais pas complètement, aux fabricants d'objets connectés. Ça, c'est hyper intéressant parce que ce qui est imposé en Californie, qui est sans doute le pays le pays, je fais un beau lapsus, l'État le plus européen des États-Unis, ce qui est imposé en Californie a tendance à se répandre dans le reste des États-Unis par la force des choses parce que il faut que ça soit utilisable dans tous les États et du coup parfois même dans le reste du monde. C'est un petit peu comme le RGPD en Europe qui a influencé le reste du monde. Ça pourrait nous permettre d'avoir enfin une législation un petit peu plus stricte sur les objets connectés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. L'État est en train d'établir un plan pour former plus d'une dizaine de millions de Français à l'informatique pour combattre ce qu'on appelle l'illectronisme. Alors, c'est un barbarisme qui n'est pas forcément très heureux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, même s'ils savent, c'est ça qui est en fait surprenant, et c'est ça que je retiens de ce sujet, c'est que même s'ils savent utiliser des téléphones ou des ordinateurs pour certaines choses, lancer une petite application, ils vont pas savoir utiliser l'appareil pour le travail. C'est-à-dire qu'ils vont pas forcément savoir utiliser ça pour les mails ou pour scanner un document ou pour chercher du travail, etc. Donc, c'est des usages qui sont suffisamment diversifiés dans l'informatique pour qu'on puisse ne pas les connaître, même si on sait utiliser quand même un appareil. Donc bon, on n'a pas tous les détails sur le fonctionnement de cette formation, et je ne sais pas non plus si c'est le rôle de l'État de faire ce genre de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que quelqu'un le fasse, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, bon, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais on ne peut pas avoir un fonctionnement normal en société si on ne sait pas utiliser certains de ces outils. Bon. Le rôle de l'État, c'est quand même de pouvoir donner accès à une certaine éducation à la population qui lui permette d'accéder aux différents services, notamment que propose l'État. Or, quand tu sais que la déclaration d'impôt maintenant est pratiquement dématérialisée partout, si tu ne sais pas te servir d'un ordinateur pour un usage aussi basique, qui n'est pas si simple que ça, que de remplir ta déclaration d'impôt sur Internet, en effet, ça fait partie du rôle de l'État. Si l'État ne te donne pas le moyen, ou l'éducation dans un État ne te donne pas le moyen de le faire, c'est qu'il y a un problème. Oui. Non, on est d'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que l'État va créer des classes avec des professeurs, etc. Visiblement, c'est plutôt c'est un crédit pour 10 ou 20 heures de formation. Ça va être disponible dans les caisses d'allocation familiale, l'assurance maladie, enfin dans plein d'endroits. Et du coup, ensuite, il y aura des gens qui vont faire ces formations. Évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, on va avoir des gens plus ou moins qualifiés. On va avoir, mais je pense que effectivement, c'est exactement ce que tu dis. On peut encore faire cette déclaration sur papier, mais c'est quand même très encouragé de le faire sur ordinateur pour tout un tas de raisons. Et quand on ne sait pas même comment ça marche, je crois qu'il est important de faire des efforts dans ce domaine. Donc, moi, je pense que c'est plutôt positif. Ensuite, la forme, on pourrait en discuter, mais l'intention est bonne, je crois. Mais surtout qu'on se rend compte que
je sais pas si tu te souviens, mais on en parlait il y a quelques années. Une des volontés de Facebook, c'était que les personnes utilisent Internet à travers Facebook et qu'en fait, voilà, l'accès à Internet se fasse ou au web se fasse via Facebook. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que toutes ces petites applications qui te donnent une vue partielle de l'immensité des possibilités que t'offre le web, tout est passé par là. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui n'utilise que ces petites apps, que ces petites fenêtres sur une partie bien précise du web. Et du coup, ils n'ont pas réussi à appréhender la richesse et l'ouverture de ce que peut représenter le web en fait. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant que, par exemple, les cours de technologie, par exemple, au collège, au lycée, etc., ils accordent un peu plus de temps à la formation sur ordinateur. Parce que c'est vrai que c'est intimidant. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai touché un ordinateur, j'étais très intimidée à l'idée qu'en appuyant sur une touche, j'allais le faire exploser. Tu sais, vraiment le mythe. Non, mais je pense que je pense que il y a cette peur quand tu connais pas la machine, quand tu sais pas si tu peux compter ou faire confiance à la machine. En final, c'est juste bête, elle fait ce que tu lui demandes de faire. Mais quand t'as pas eu ça, ce premier contact, en fait, tu vas être très réticent à l'idée de t'aventurer tout seul dessus. Non, mais c'est très vrai. Donc, c'est vrai qu'il faut encourager, je pense, et surtout démarrer tôt à l'éducation, parce que là, moi, je m'aperçois des personnes d'une vingtaine d'années qui sont pas à l'aise avec l'ordinateur. Qui n'utilisent, comme tu le dis, ils utilisent Facebook ou à la limite une ou deux autres apps, mais ils sont complètement enfermés là-dedans. Et on sent qu'il y a une peur. On sent qu'il y a une la même peur. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai touché un ordinateur, cette réticence, cette idée qu'ils vont tout faire planter, etc. Bon, on va conclure avec... allez, on va passer la news sur la SNCF qui met en place des trains automatiques bientôt. Bon, on est en 2023, mais quand même, ça arrive. Et puis, Linus Torvald, qui en bon finlandais, ingénieur finlandais, se rend compte qu'il est complètement socially awkward. Je sais plus comment on dit ça. Je sais pas, ça n'existe pas vraiment en français, mais socialement inepte, un peu. Ouais, ou socialement... c'est un peu ça. Ouais, il comprend pas comment fonctionnent les gens en fait. Et en bon ingénieur finlandais, je rigole parce que je les connais maintenant. Les Finlandais, ils ont des comportements sociaux un petit peu. On sent qu'ils sont un peu figés parfois. Et là, il se rend compte qu'il est trop. Fais attention à ce que tu dis, hein, Patrick. Non, mais ils ont aussi beaucoup d'humour. Ils s'en rendent compte et ils en rient eux-mêmes. Donc ça va. Je suis bon. Si vous n'entendez pas parler de moi pendant une semaine, envoyez les secours. Mais c'est marrant. Il s'en rend compte et donc il va prendre des vacances pour apprendre à comprendre les gens en fait. À force de les insulter et d'insulter les gens dans son environnement, il s'est rendu compte que c'était peut-être pas très bien et donc il a analysé la situation. Comme je le dis, c'est un ingénieur et il a décidé de prendre des vacances pour mieux comprendre. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais donc la dernière news, c'est que SpaceX a son premier client qu'il va envoyer autour de la Lune. Alors, le nom devrait être révélé cette nuit, au moment où on enregistre, donc au moment où on sera publié, vous aurez déjà le nom. Mais je suis très curieux de savoir qui est la première personne qui va payer pour faire un voyage autour de la Lune avec une société privée. C'est forcément quelqu'un de riche. Je sais pas, mais ça commence, c'est-à-dire que c'est le début du tourisme spatial pour de vrai, là. Et le vrai tourisme spatial, on fait pas juste un petit saut, comment ça s'appelle, hyperbolique en sortant un peu de l'atmosphère. Là, il va carrément aller autour de la Lune. Et la Lune, contrairement à ce qu'on voit parfois dans l'imagerie populaire, c'est pas juste à côté, hein, c'est très très loin. Donc c'est assez à la fois enthousiasmant, effrayant, mais intéressant. Alors attends, est-ce que c'est toi, Marion Ah non, alors là, jamais de la vie. Je suis tellement heureuse sur Terre et que l'espace, ça m'angoisse tellement hors de question. Ah mince, tu m'entends là ? Oui, mais on a eu ta phrase, pas dans le bon ordre, mais on a bien compris. Hors de question, l'espace, ça t'angoisse. Donc, oui, non, moi je préfère, j'ai les pieds sur terre et j'y reste. Je me plais très bien là. Mais alors après, ils vont annoncer la personne, ça veut pas dire qu'ils vont... dans quelques mois, il va partir. Hein. Il va y avoir, à mon avis, toute une phase de préparation pour pouvoir partir. Donc ça va pas se faire l'année prochaine, quoi. Tout à fait, oui. Ça va prendre un bon moment, sans doute.
Mais on va savoir qui c'est. Il va devenir une star immédiatement sur Twitter s'il ne l'est pas déjà. Enfin, ça va être la première. Enfin, oui. Et au-delà de la personne, c'est le tourisme spatial qui commence, quoi. Cette nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. Si ça se fait vraiment, tu te rends compte que cette personne va entrer dans les livres d'histoire. Premier civil qui va payer pour aller dans l'espace. Ça va être fou. Ouais, bon. Ça c'est fou, ouais. Et c'est sur ces bons mots que nous terminons l'épisode. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Avant de se quitter quand même, bien sûr, Marion, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet si on veut plus de tes commentaires avisés ? Eh bien, vous pouvez me retrouver 2 fois par semaine sur l'émission du matin TechScope de la chaîne YouTube Naotech ou sinon sur Twitter à Aisea Design. Et le lien Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment, comme toujours. Ça sera le cas aussi pour notre ami Jeff. Vous trouverez le @Jeff dans les notes de l'émission. Lui, son nom est plus facile à retenir. Pour moi, c'est NotePatrick sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et partout. Vous avez aussi les notes de l'émission ou en tout cas les commentaires de l'émission sur frenchspin.fr si vous voulez nous dire ce qu'on a dit d'intelligent ou de très bête sur les prix des iPhones, par exemple, au hasard, un sujet qui ne crée jamais aucune controverse. Et si vous voulez soutenir l'émission, bien sûr, vous pouvez toujours dire à vos amis de l'écouter, vos amis, vos collègues, leur dire « mais tu te rends pas compte, tu gagnerais tellement de temps, tu t'amuserais tellement en écoutant le rendez-vous tech ». Vous pouvez faire ça, hein, c'est une suggestion, ou vous pouvez aussi aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir l'émission financièrement. C'est évidemment le meilleur moyen. Nous restons indépendants et ça nous permet de continuer à faire l'émission. Ça me permet de payer mon loyer, de payer des petits pots à mon bébé. Non, même pas des petits pots, on paye des fruits frais qu'on transforme en purée nous-mêmes parce qu'on est... on est un petit peu des hipsters, donc voilà, c'est tout ça que vous permettez, et bien sûr, l'émission d'être produite grâce à Patreon. Merci à vous tous. On vous fait de grosses bises et on vous retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao.